Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Regard d'Afrique sur Sénéweb, votre nouvelle émission culturelle qui célèbre la richesse et la diversité des traditions, des arts et des expressions culturelles à travers le continent. Aujourd'hui, nous vous invitons à une immersion fascinante au cœur de l'Afrique, entre ses racines profondes et ses évolutions contemporaines, en compagnie du chorégraphe et acteur culturel burkinabé Serge Aimé Coulibaly et de notre chroniqueuse Sorna Michel Ndao. Bonjour Serge. Bonjour Aminata. Comment vas-tu? Oui, très bien. Eh bien, merci de me recevoir dans cette émission. Le plaisir est pour nous. Sorna. Bonjour Aminata. Bonjour. Belle journée, j'espère. Ah oui. Alhamdoulilah. C'est de la musique à la danse, de l'art visuel à la littérature. L'Afrique se relève comme un véritable carrefour créatif où l'histoire, la modernité et l'innovation se rencontrent. Dans cet épisode, nous explorerons comment ces différentes formes d'expression culturelle se façonnent, se préservent et s'adaptent tout en naviguant entre les défis d'un monde en constante évolution. À travers des témoignages inspirants et des analyses pertinentes, nous mettrons en lumière des dynamiques culturelles qui façonnent l'Afrique aujourd'hui et son avenir créatif. Avant de plonger dans cette exploration passionnante, découvrons ensemble le parcours et l'univers créatif de Serge Aimé Coulibaly, un artiste dont le travail incarne parfaitement la rencontre entre tradition et innovation. Serge Aimé Coulibaly est un artiste pluridisciplinaire, chorégraphe et danseur originaire du Burkina Faso. Reconnu pour son travail novateur qui allie danse contemporaine et influences traditionnelles africaines, il explore à travers ses créations les enjeux de l'identité, de la mémoire et des transformations sociales. Membre influent de la scène artistique contemporaine africaine, il utilise le spectacle vivant comme un espace de réflexion sur les défis contemporains, tout en mettant en lumière les valeurs culturelles africaines. Son approche unique de la danse et du théâtre, entre tradition et modernité, lui a permis de se produire sur les plus grandes scènes internationales et de participer à de nombreux projets interculturels. Aujourd'hui, Serge Aimé Coulibaly continue de questionner le rôle de l'art dans la société et de promouvoir la diversité culturelle à travers son travail. Dans cet épisode, nous explorerons avec lui les enjeux de l'industrie créative africaine dans un monde globalisé. Qui est Serge Aimé Coulibaly? Comment est né cet amour pour les arts, en particulier la danse? Alors, pour moi, déjà, je me pose des questions si j'ai voulu être danseur. Parce que c'est vrai, parce que moi, je crois que j'ai toujours voulu faire quelque chose qui était à côté, qui était... En tout cas, je ne voulais pas être fonctionnaire, je ne voulais pas enseigner, je ne voulais pas être dans un bureau, je voulais faire quelque chose de créatif, mais ce n'était pas spécifiquement la danse, parce que j'ai vraiment commencé par le théâtre, par essayer la musique, et finalement, je me suis retrouvé dans une compagnie multidisciplinaire qui s'appelait la compagnie Ferren à Ouagadougou, où on faisait de la musique, du théâtre, de la danse. Et il se trouve que j'étais mieux en danse qu'au théâtre. Déjà, je n'aimais pas ma voix au théâtre. Et donc, alors, je préférais me taire et puis danser. En tout cas, j'excellais plus en danse et dans la musique ou dans le théâtre. Donc, naturellement, je me suis retrouvé comme danseur et puis plus tard chorégraphe sans vraiment... Voilà. Après, c'est bizarre parce que quand je regarde dans ma famille, il n'y a pas vraiment d'artiste dans ma famille. Je suis un peu le premier artiste de la famille.
Par contre, mon père, il jouait de la guitare. D'accord. Mais même si voilà, il était enseignant, il jouait de la guitare, mais voilà, on ne peut pas vraiment dire qu'il était artiste parce qu'il jouait surtout pour nous à la maison, quoi. Oui. Voilà. Oui, et en plus, on le remarque dans vos différentes œuvres, comme Kalakuta République, Ouais, comme Ankata. ouais. C'est bien Ankata, hein? Oui, il y a dans les, comment on appelle ça, dans les différents spectacles, on a Kalakuta République, on a Kirina, on a Wakat, et tout ça. En fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre le théâtre, la danse et la musique, et la musique, pardon. Mhm. Enfin, c'est pas parce que c'est des modes d'expression de l'humain. Parce que moi, je prends toujours l'exemple sur ma mère. Tu vois, quand je viens, je lui annonce une bonne nouvelle, ou bien même quand j'arrive, elle me voit, elle commence à chanter, elle commence à danser, elle parle, et puis elle parle, elle danse, voilà, elle chante. Il n'y a pas vraiment de barrière entre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la séparation entre les différents arts là, c'est venu avec la colonisation. C'est pas quelque chose qui vient de l'Afrique parce que quand on regarde nos différentes traditions, les récits, les soirées de contes, la même personne parle, chante, joue, et puis voilà, ça a toujours été comme ça dans toutes les formes de représentation même publique dans nos cultures africaines. Donc, et c'est ça que je garde dans mes propositions artistiques. C'est qu'il n'y a pas, quand je travaille avec des artistes, ils peuvent s'exprimer et avec le corps, ils peuvent chanter, ils peuvent danser, ils peuvent, voilà. Et c'est ce qui est le plus fort qu'on garde sur la scène. D'accord. Donc, on peut dire que Serge Aimé Coulibaly est un amoureux de l'art en général. Voilà. Et surtout de la culture africaine. Voilà, ça c'est sûr. D'accord. En fondant la compagnie Faso Danse Théâtre en 2002, vous avez créé un espace de création professionnelle, alors qu'avec le laboratoire Ankata, en 2016, vous avez lancé un lieu d'expérimentation et de recherche artistique. Qu'est-ce qui vous a motivé à développer ces deux initiatives et comment chacune a évolué au fil du temps? Quelles valeurs et idées spécifiques souhaitez-vous transmettre à travers ces projets et comment les synergies entre les artistes de différents horizons dans le cadre d'Ankata, par exemple, ont-elles enrichi votre pratique artistique et par rapport aux objectifs et aux créations de Faso Danse Théâtre? Waouh, ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais peut-être il faut commencer par le début, tout simplement. C'est-à-dire que en 2001, moi je suis parti du Burkina pour avoir de l'expérience dans la création contemporaine en général, c'est-à-dire en Europe. J'ai travaillé dans pas mal au Centre chorégraphique national de Nantes, j'étais à Lille dans une compagnie là-bas et c'est surtout que voilà, j'ai beaucoup étudié et cherché à comprendre qu'est-ce que c'est que la création contemporaine. Mais il y avait quelque chose qui était très très important pour moi, c'était de voir comment je peux créer une compagnie dans le cadre du Burkina Faso pour que nos populations s'identifient à la compagnie, d'abord, une première chose. Et surtout, j'aime dire une chose, c'est que moi, tous les spectacles que je vais créer, je veux que ma mère puisse s'identifier à ces spectacles-là. Je veux que les voisins, les voisines, même celles qui vendent les arachides, elles puissent venir et voir. Mais en même temps, je veux que ce même spectacle-là soit intriguant et plaisant pour le critique de Paris ou de Bruxelles. Donc, c'est vraiment toujours le grand écart, quoi. Tu vois? Et donc, Faso Danse Théâtre, c'est une compagnie qui a aussi une âme qui est enracinée vraiment dans l'Afrique, mais qui fait des spectacles très politiques. Mais en même temps, il y a une recherche très poussée pour que on puisse jouer sur les plus grandes scènes du monde, mais en même temps être vraiment ancré dans notre réalité africaine. Donc voilà. Et en même temps,
après plusieurs années où la compagnie grandissait et moi-même, j'ai tourné un peu partout dans le monde, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour les jeunes de mon pays, de ma ville? Comment je peux faire grandir, euh, comment faire pour que les chemins tortueux et difficiles que moi j'ai fait pour comprendre même l'art en général, comment faire pour que les jeunes ne puissent pas ne traversent pas les mêmes difficultés. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour eux? Et c'est ça qui m'a amené à mettre en place Ankata, qui est le laboratoire international de recherche et de création des arts de la scène, qui se trouve à Bobo Dioulasso, où nous avons une école de danse là, mais c'est aussi une école multidisciplinaire, donc c'est danse, théâtre, musique, on fait de l'art plastique, on fait de la formation vidéo, on fait tout dans cette école-là. Et puis voilà, c'est un lieu de résidence d'artistes qui accueille les artistes du monde entier, quoi. Et donc, je l'ai vu à travers vos différents projets, toujours que il y a quand même, j'ai l'habitude d'appeler vos projets artistiques des melting pots culturels, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes à travers tout le monde entier, en fait, parce qu'on y retrouve des Maliens. Déjà, l'Afrique est tellement fièrement représentée dans tout ce que vous faites. Des Maliens, des Sénégalais. Là, actuellement, vous êtes d'ailleurs aussi pour un projet avec de jeunes Sénégalais. Des Burkinabés, des Camerounais. Français, Belges, les Américains. Exactement. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Oui. En fait, parce que aujourd'hui, parce que je suis là à Dakar dans le cadre d'un projet de mentoring des jeunes créateurs qui s'appelle qui est organisé par Black Rock Sénégal. Et donc, et je leur disais justement, j'ai dit, on me pose toujours la question de savoir pourquoi dans ta compagnie, il y a des blancs, il y a des noirs, pourquoi tu fais des créations avec autant de nationalités. Moi, il y a plusieurs raisons pour cela. Un, l'Afrique a tellement de talents. C'est-à-dire que quand tu vois là, j'étais je viens de finir un atelier justement au centre culturel Blaise Senghor où tu vois des danseurs incroyables, magnifiques. Tu as envie de tous les prendre et puis aller travailler avec eux, ben c'est pas possible. Et donc comme je voyage beaucoup en Afrique, j'étais justement au Cameroun, au Mali, je vois des gens qui ont énormément de talent et moi j'ai la chance d'avoir qu'on me fasse assez confiance pour me donner les moyens pour créer des gros spectacles. Parce que les spectacles de façon dans le théâtre sont quand même assez énormes. D'ailleurs, il y a eu le dernier spectacle, ça s'appelle C'est la vie. On est 16 en tournée. Avant, on était 18 en tournée. Et dans le spectacle Kirina, dans lequel d'ailleurs, peut-être que c'est une casquette. Peut-être que Michel ne connaît pas. Parce que Naba Binata Traoré, elle était chanteuse et danseuse dans Kirina. On a tourné un peu partout dans le monde, justement, ensemble, il y a quelques années de cela. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, il y a. Mais dans ma vie de tous les jours, il y a le monde entier. C'est-à-dire que avant de rentrer dans le studio ici, je parlais avec une administratrice qui est polonaise, qui travaillait avec moi. Je parlais avec, il y a une flamande qui travaille dans l'administration des finances. En fait, le monde entier est dans ma vie. Oui. Pourquoi quand je raconte ma vie, le monde entier ne peut pas être dedans. Je dois couper une partie de ma vie pour parler seulement d'une partie. Voilà. Mais c'est aussi politique. C'est aussi politique pour dire que l'humain est au centre. L'humain est au centre de tout dans le travail, dans mon travail en tout cas. Merci Serge. Nous allons passer à la rubrique chronique du mois. Les 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre chaque année. C'est la période d'activisme
pour dénoncer et protester contre les violences basées sur le genre. Nous venons de juste passer ce mois qui était consacré aux 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Ces journées trouvent leurs origines dans la campagne lancée en 1991 par le Centre pour les droits des femmes de la République dominicaine en mémoire des sœurs Mirabal, 3 militantes politiques tuées sous le régime de Rafael Trujillo en 1960. Depuis, cette période est devenue un moment clé pour sensibiliser le public, mettre en lumière les inégalités persistantes et promouvoir des actions concrètes pour l'éradication de la violence de genre. En Afrique de l'Ouest, ces 16 jours sont particulièrement importants. Ils permettent de souligner les progrès réalisés tout en attirant l'attention sur les défis, qui demeurent. Les violences basées sur le genre restent un fléau qui touche des millions de femmes, qu'elles soient victimes de violences domestiques, sexuelles ou psychologiques. Il est crucial de souligner l'engagement des institutions et des organisations locales pour lutter contre ces violences, mais aussi de rendre hommage aux femmes qui ont marqué l'histoire par leur combat pour les droits et l'émancipation des femmes en Afrique. Ces dernières décennies, des figures féminines se sont distinguées par leur courage et leur engagement. Elles ont ouvert la voie à de nombreuses autres et continuent d'inspirer les générations futures. Pour approfondir cette réflexion, nous allons maintenant passer la parole à notre chroniqueuse, Sorna, qui nous parlera de ces figures emblématiques qui ont marqué la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc là, nous sommes là pour vous parler des violences faites aux femmes. Serge, je ne sais pas si vous avez un avis dessus, mais déjà, laissez-moi vous présenter certaines figures qui ont quand même marqué justement la lutte pour justement les violences faites aux femmes. Parmi ces figures, donc, nous allons mentionner Aminata Sow Fall, qui est une écrivaine sénégalaise. Donc elle a dénoncé à travers beaucoup de ses romans les injustices et les discriminations qui ont été faites aux femmes en Afrique. Donc sa plume a permis de rendre visibles les souffrances trop ignorées et a encouragé une prise de conscience collective sur les droits des femmes et dans la société africaine. Donc une autre femme incontournable dans la lutte pour les droits des femmes est Wangari Maathai. C'est une militante kenyenne. Elle a obtenu le prix Nobel de la paix. Elle a non seulement lutté pour l'environnement, mais elle a aussi porté haut et fort la cause des femmes en les incitant à s'émanciper à travers l'engagement social. Et elle a essentiellement aussi transformé les sociétés africaines en leur aidant à prouver leur autonomisation. Donc, nous avons aussi la Gambie. Au niveau de la Gambie, nous avons aussi une femme qu'on ne peut pas oublier, qui est Fatou Bensouda. Donc, c'est une ancienne procureure de la Cour pénale internationale qui a été une actrice clé dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles dans les conflits armés. Les lois existent, mais leurs applications restent un défi. Il est donc essentiel de multiplier les initiatives pour renforcer la protection des femmes et des filles, et aussi d'insister sur l'importance de l'éducation pour faire changer les mentalités. C'est ce qu'on abordait un tout petit peu tout à l'heure par rapport à votre art. Voilà. Donc les 6 jours d'activisme ne sont pas seulement un temps de sensibilisation, mais aussi un rappel à l'action concrète, à la lutte contre les violences basées sur le genre, qui doit se poursuivre au-delà de cette période. Merci Sorna. Serge, on a vu, tu as beaucoup parlé de ta mère. Et justement, les violences basées sur le genre concernent et les hommes et les femmes. Et malheureusement, la plupart du temps, les femmes sont les victimes. Et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ces violences-là, que cela concerne les femmes ou les hommes? En fait, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on en parle très peu par rapport à la réalité. Parce que dans la vie de tous les jours,
il y a vraiment souvent beaucoup de violence parce que l'amour, c'est quelque chose, voilà, ça monte comme ça et puis ça peut descendre comme ça et ça crée une vraie tension et voilà, ça crée des violences qui tournent malheureusement mal. Donc, je pense que il faut continuer à sensibiliser, à parler des choses, à donner des exemples, à trouver plein de canaux de sensibilisation pour justement sauver des vies, en fait. Parce qu'il y a quand même souvent la violence, ça va très loin, en fait. Et il faut que à chaque fois que chacun a envie d'aller loin, sache que voilà, il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser. Et ça, c'est pas évident. Ouais. Et il ne faut pas oublier que les violences sont physiques. Ça se voit. Mais les pires restent la violence psychologique et émotionnelle. Ouais, c'est vrai. Et qui représente un vrai fléau dans nos sociétés. Ouais. Et voilà, j'espère que nous arriverons quand même à en parler et en parler entre hommes et femmes, à trouver des solutions, à trouver un juste milieu, à trouver une harmonie et pour pouvoir vraiment éradiquer ces violences-là. Merci Serge. Merci à vous pour cette petite sensibilisation. Aussi, hein, ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est le moment, parce que quand même, je ne sais, ça serait le moment d'ailleurs d'en parler un tout petit peu, de dire que ce ne sont pas seulement les couples qui sont concernés par ces violences. C'est vrai, c'est vrai. Il y a les deux familles respectives. Je pense qu'il faut oser en parler. Ouais. C'est d'abord les deux familles respectives et après on peut agrandir pour aller dans la communauté. Et justement, elle le disait Aminata tout de suite, c'est là-bas où il y a un souci. Parce que quand c'est physique, ça peut être grave, mais ça peut se soigner quelque part. C'est une chose qui ne devrait même pas arriver. Mais quand c'est mental, la personne peut décéder sans qu'on ne sache qu'elle souffrait justement de violence mentale. Excuse-moi de te couper, mais en plus que la souffrance, la douleur émotionnelle et psychologique, dans la plupart de nos sociétés, semble être un tabou. Voilà. C'est la chose interdite. Exactement. Un tabou, quelque chose qu'on banalise. Et justement, voilà, tout à l'heure Serge qui nous parlait de ce regard occidental. Par contre, sur ce point-là, je ne trouve pas qu'on a un regard occidental. Non. Parce que la femme africaine qui se fait battre, c'est comme ça que je peux le dire, et qui se fait harceler mentalement, bah c'est pas grave. Mais il faut c'est vrai. C'est une maladie de blanc. Ce n'est pas culturel. Ça, il faut le noter. Ce n'est pas culturel. Parce que la femme est valorisée dans les différentes cultures africaines. Normalement. En tout cas, les cultures africaines que moi je connais, la femme africaine est valorisée, elle est mise en avant, elle est protégée. Donc ça, il faut vraiment le noter. J'avoue. Voilà. Merci beaucoup Sorna pour cette rubrique. Non, merci d'être venu. C'est une émission très intéressante, donc je t'ai beaucoup écouté. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup cultivé. J'ai reçu beaucoup d'informations par rapport à... tant mieux. Et d'ailleurs, excuse-moi, 2 secondes, j'ai juste envie de lui poser une question. Je veux savoir quel est ton spectacle qui t'a le plus marqué dans ta carrière. Waouh! Et pourquoi? Waouh! Alors, le spectacle qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Nuit Blanche à Ouagadougou. Parce que Nuit Blanche à Ouagadougou, c'est un spectacle que on a créé. J'avais invité un activiste membre de la société civile qui s'appelle Smokey Bambara, qui était un rappeur qui est quand même connu ici au Sénégal. Et pour parler de la révolte des jeunes qui prennent le pouvoir. Voilà. Et Nuit Blanche à Ouagadougou, nous avons fait la première de ces spectacles-là le 28 octobre 2014, où
littéralement dans le spectacle, on disait que les jeunes à main nue vont prendre le pouvoir, ils vont rentrer par la fenêtre et ils vont... en fait, tout ce qu'on disait dans le spectacle, là, 3 jours plus tard, c'est ce qui arrivait avec la fuite de Blaise Compaoré. Ok. Et donc, d'ailleurs, vous pouvez tout trouver sur, voilà, si on fait Google, Nuit Blanche à Ouagadougou, on va trouver plein d'articles de presse qui parlent du spectacle qui a prédit la chute de Blaise, qui a prédit voilà, ces spectacles prémonitoires. Mais il y avait une telle magie dans le spectacle entre la réalité et la fiction. Et même avant que on joue ce spectacle, avant que Blaise ne tombe et qu'il fuit du pays, et on avait même, on avait peur d'être, tu vois, attaqué, poursuivi. Donc quand on était sur scène, il y avait à la limite, il y avait le sang montait comme ça parce que le public même, ils avaient peur pour nous, pour ce qu'on disait. Et là, donc en termes de quelque chose qui... Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive une fois seulement dans la vie. Oui. Tu vois, cette coïncidence entre la fiction et la réalité. Voilà. Je vois. On va dire toujours un artiste engagé Voilà. jusqu'au bout. Tout à fait. Et donc, ces différentes et multiples collaborations vous ont quand même amené à travailler avec des grands comme Sidi Larbi Cherkaoui et Alain Platel. Comment ces différentes collaborations enrichissent vos initiatives, influencent votre approche de la danse contemporaine et de vos projets en général? Oui. Ah, je crois que moi-même, je suis devenu créateur, chorégraphe qui voyage un peu partout dans le monde par la rencontre de l'autre. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a dû, à un moment donné, tu pars chercher la connaissance par-ci, par-là, et donc c'est l'autre qui partage cette connaissance avec toi et qui te permet de devenir une autre personne un peu mieux que la personne que tu étais. Et évidemment, Sidi Larbi Cherkaoui, qui est une des plus grosses stars de la danse aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, c'est le top niveau au monde actuellement qui chorégraphie les spectacles des Cirques du Soleil, de Beyoncé, avec plusieurs films à Broadway et tout ça. Et aussi Alain Platel qui pour moi, tu vois, si on devait dire 3 noms de chorégraphes les plus inspirants au monde, il fait partie de ces gens-là et j'ai eu la chance vraiment de travailler avec eux et acquérir quand même beaucoup d'expérience, mais aussi avoir un minimum de, comment dire ça, je n'ai pas envie d'utiliser le mot confiance parce que j'avais quelque part confiance en moi, mais en fait, tu as des références très élevées dans le monde, dans ton domaine qui te permet d'être assis. Qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand je suis à Dakar, que je partage avec les jeunes, il n'y a pas... J'ai pas beaucoup de peur d'affirmer des choses parce que voilà, j'ai non seulement dansé sur les plus grandes scènes du monde, mais j'ai créé aussi voilà, dans les différents festivals un peu partout sur les 5 continents et qui permet aussi que je peux partager le maximum de choses avec les jeunes sur le continent. Parce que le mois dernier, en novembre, j'étais à Kinshasa, à Goma, à Bukavu. Là, je suis à Dakar. La semaine prochaine, je suis à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, pour toujours partager avec les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour comment faire pour aider ces jeunes-là à regarder la création contemporaine et même la création voilà, dans le monde à travers mon regard. Je vois. Les industries créatives à l'ère en Afrique, à l'ère de la mondialisation, regroupent des secteurs comme la musique, la danse, le théâtre, le cinéma et tant d'autres.
la mode, la littérature, où la créativité et la culture sont au cœur de l'économie. Parce qu'il y a une économie autour de tout cela. Absolument. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous ces projets-là pour ces jeunes, l'un des objectifs, pour ne pas dire le premier d'ailleurs, est surtout que ces jeunes puissent avoir un métier, de quoi vivre, qui les aide à subvenir à leurs besoins. En même temps, vivre une passion et pouvoir en vivre. Ouais. Quoi de mieux? Ouais. Donc, comment nos artistes et créateurs peuvent-ils préserver l'authenticité culturelle tout en s'internationalisant? Ouais. De toute façon, je crois que c'est notre salut. Hein. C'est notre salut si on s'ancre dans notre réalité, on s'ancre dans nos cultures, on prend la force et la sève nourricière de nos ancêtres. C'est là qu'on peut être le plus visible à l'international. Parce que sinon, l'international, ce qu'il y a à l'extérieur, c'est déjà pris. On a déjà fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on amène dans l'intérieur? Voilà, je crois que c'est Senghor qui disait hein, au rendez-vous du donner et du recevoir, voilà, chacun doit amener quelque chose, tu vois. Et nous, c'est quoi on amène? C'est cette réflexion-là, voilà, non seulement ça se retrouve dans chaque action que je fais et dans le monde, ça se trouve dans les workshops que je donne, ça se trouve dans les créations, ça se trouve même dans la création même de l'espace Ankata. La réflexion pour comment faire pour que nous, créateurs africains, on puisse d'abord vivre de notre art en Afrique ici et puis aller le présenter ailleurs. Voilà. Mais il y a quand même eu un problème. Il y a eu un problème. On a un gros problème. On a un gros problème puisque la plupart du temps, les industries culturelles et créatives comme la danse, le théâtre, même l'art plastique, même la musique, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a embrassé le monde, cette création, avec presque l'œil du français. Normal. Voilà. C'est-à-dire que on a le même principe. C'est-à-dire que voilà, on fait la création, on cherche l'argent pour financer nos œuvres et après on cherche à le vendre. Et souvent on est déconnecté de nos populations. Voilà. Et là, cette question, elle est super importante parce que, tu vois, si on fait des œuvres qui sont retournées que sur l'international, ça veut dire qu'on est complètement, la population ne se reconnaît pas dans l'œuvre, donc du coup, finalement, on n'arrive pas à les intéresser tellement à la création pour qu'ils puissent investir en retour là-dedans. Parce que investir dans les artistes, investir dans la création, investir, c'est investir aussi sur son avenir et investir sur sa construction mentale et investir sur la nourriture de son âme. Parce que c'est ça l'art. Si l'art existe depuis des millénaires et que ça continue et que ça est dans la vie de tous les jours des humains, c'est parce que ça nourrit vraiment notre âme, ça cimente la société, ça nous construit, ça nous fait devenir des hommes mieux, des hommes plus humains, en fait. Et malheureusement, c'est pas toujours évident la manière dont, voilà, la relation qu'il y a entre les acteurs culturels, notre société, l'État et puis les œuvres, en fait. Donc, il y a quand même une vraie réflexion à avoir. Mais, dans la réalité aussi, en termes financiers, les industries culturelles et créatives en Afrique font rentrer énormément d'argent et c'est de manière informelle. Le nombre de touristes aujourd'hui à Dakar qui rentrent dans ces pays-là parce que ils ont entendu peut-être Youssou N'Dour chanter quelque part, peut-être parce qu'ils ont vu un spectacle ou parce qu'il y a un danseur qui a donné un atelier quelque part, parce qu'il y a plein de danseurs d'ailleurs, de sabars qui sont partout dans le monde en train de donner des cours de danse et ces gens-là, ces milliers de gens qui reviennent et chacun va rentrer avec au moins 1 million, 2 millions au Sénégal et ils repartent à zéro. Et ces millions-là restent
On ne sait même pas où ça part. Et eux aussi, ils amènent d'autres personnes. C'est-à-dire que si on va commencer à réfléchir à l'argent que l'art fait rentrer dans ces pays-là, Exactement. on va être surpris. Exactement. J'aurais une question pour Serge, justement, par rapport à ça. Quelles sont, selon vous, les solutions qu'on pourrait mettre en place, justement, pour régler ce souci-là? Déjà, par rapport au regard européen occidentalisé qu'on a de l'art aujourd'hui, et justement, par rapport aux finances. Comment pensez-vous qu'on peut organiser ça pour qu'il y ait justement une reconnaissance économique, justement, des rentrées d'argent de l'art? Oui, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions parce que d'une manière, il faut même que nous, on arrive à donner des chiffres. Oui. Tu vois, il faut qu'on arrive à donner des chiffres Oui. et il faut qu'on arrive à provoquer la réaction de l'autre à travers les œuvres qu'on met sur le marché. C'est-à-dire quand il dit provoquer la réaction de l'autre, parce que les gens sont curieux, les gens ont envie de s'évader, les gens ont envie de passer du bon temps. C'est pas dire que l'art doit être seulement du bon temps, l'art doit permettre aussi de réfléchir, de se questionner, de se bousculer et tout ça. Mais tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Comme finalement, souvent, c'est les Européens qui donnent l'argent. Du coup, après, on se retrouve avec les Européens en train de faire le travail et puis en train de partir. Même si les œuvres parlent de la réalité de l'Afrique, tu vois. Parce que moi, par exemple, je sais que presque toutes mes œuvres partent de l'Afrique, hein, mes spectacles. Mais on tourne le plus en Europe et ailleurs dans le monde, plus qu'en Afrique. Tu vois, on joue très peu en Afrique en général, voilà, une fois par an ou 2 fois par an. Pourtant, voilà, on peut faire 50, 60 spectacles dans l'année ailleurs dans le monde. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faut aller et provoquer les gens là où ils sont pour qu'ils sentent la nécessité de notre métier dans leur vie. Tant qu'on ne sent pas ça, il y a un problème. Ouais, le problème ne se pose pas avec les griots. Vous voyez les griots? C'est-à-dire que on part, bon, je vais prendre Traoré. On va trouver Traoré. Et puis on va retourner dans les ancêtres de Traoré. Quand on parle, Aminata elle-même, elle se sent plus que ce qu'elle est. Elle enlève un peu, elle donne, mais quand elle donne là, c'est même pas assez pour elle parce qu'elle est élevée quelque part. Donc, c'est pas comme si on donnait au griot. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait même pas quoi faire pour récompenser parce que le griot apporte plus dans ma vie. Et nous, en tant que créateurs, aujourd'hui, comment on peut avoir cette relation-là? Comment on peut utiliser ces liens-là qu'il y a dans la société pour justement mettre en valeur aussi nos œuvres? Parce que effectivement, moi, j'ai des exemples, hein, tu vois, par exemple, quand on a joué Kirina, qui est inspiré, c'est un spectacle qui est inspiré de l'épopée de Sundiata Keita. Quand on l'a joué à Ouagadougou, il y a des enfants, il y a un enfant qui dit à son père, mais papa, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu vois, je regarde et les gens, ils parlent, ils ont des yeux, tu as dit que ils sont transformés quand ils voient l'œuvre. Parce que c'est une question, effectivement, que je me pose tous les jours quand je crée un spectacle. Comment faire pour que nos populations ils sentent l'impact voilà, de nos œuvres dans leur quotidien. Tu vois? Parce que c'est ça aussi qui va faire que l'État va dire, OK, là, on a besoin de ça dans la société. On a besoin que la société puisse continuer à se construire, que les mentalités puissent changer pour accélérer le développement. Il faut le reconnaître que la plupart de nos États africains allouent un budget assez dérisoire à la culture. Dans le cas du Mali et du Burkina, je pense que c'est un peu moins d'1% du budget national. Oui. Et donc, et par rapport à la population, les créations artistiques
africains sont peu consommés par la population, les populations locales. Et, ce qui, et les Européens, les Occidentaux, qui la plupart du temps sont les bailleurs de fonds, ont des canevas. Et ce qui pousse aussi les artistes à adapter leur projet aux conditions imposées par ces structures de financement, ce qui ne correspond pas forcément à la meilleure manière d'exporter notre culture. Des acteurs culturels comme toi et quelques rares autres arrivent à s'imposer, à imposer leur culture et leur vision de ce secteur-là, et donc peuvent en toute liberté et en toute franchise exporter notre culture. Mais qu'est-ce qu'il serait possible de faire vis-à-vis justement de sensibiliser nos États, nos différents gouvernements à investir plus dans l'industrie créative, ou dans les industries créatives plutôt, parce que c'est assez complexe. L'art doit être exporté, mais cet art n'est pas financé par nous-mêmes. Bon, après, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein, parce que quand on regarde le sport, en réalité, maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'écoles de football qui commencent à se créer partout. Et d'ailleurs, c'est les anciens, il y a les internationaux qui reviennent pour créer ces écoles-là. Ce n'est pas l'État qui les crée. Hein. D'ailleurs, comme moi, j'ai créé une école au Burkina Faso, ce n'est pas l'État qui l'a fait. Mais je pense que... Bon, moi, honnêtement, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit de l'État et du gouvernement par rapport à la pérennisation de notre métier et de l'art. Parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'ils se rendent compte de quelque chose. On ne peut pas, parce que dès qu'on part les voir pour dire on t'écoute même pour dire, allez, c'est combien je peux donner à lui, là, il va me laisser tranquille. Donc, on n'est même pas dans la vision, c'est parce qu'il y a très peu de projections dans le futur à travers la culture et les œuvres d'art. Tu vois, voilà. Nous, au Burkina Faso, actuellement, notre ministre des Arts et de la Culture et de la Communication, c'est devenu maintenant le Premier ministre. Donc, voilà, c'est lui le Premier ministre maintenant. Donc, alors, on s'est dit, peut-être que la culture va être un peu plus mise en valeur dans l'action du gouvernement. Mais souvent, je me pose la question, est-ce que c'est de leur faute? Parce que nos pays ont trop de priorités. Tu vois, il y a, dans le cas du Burkina, il y a le terrorisme qu'on est en train de combattre, il y a l'électricité qui se coupe tous les jours, il y a l'eau qui se coupe tous les jours, il y a les hôpitaux qui ont manque de tout. Et donc, en fait, c'est général en réalité. Nous, les artistes, on peut se plaindre. Donc, c'est pour cela que il faut que chacun y mette du sien, en fait. Et vous aussi, voilà, journalistes, animatrices, en nous invitant pour qu'on en parle. Peut-être qu'il y a quelque part, il y a un ministre quelque part qui dit que il faut peut-être que je regarde la chose autrement. Mais je pense que nos États, malgré tout, c'est des jeunes États, tu vois. 60 ans, ce n'est rien dans la vie d'un État, en fait. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un travail qu'il faut qu'on doit faire, on doit continuer à faire. Et qu'on doit continuer à signaler notre existence, à inviter les gens à venir voir notre travail, à voir l'impact qu'on a dans la société. Et pour que ça puisse changer l'énergie des choses, pour que ça puisse devenir vraiment quelque chose. Parce que la culture est dans tous les domaines. C'est pas seulement, la culture n'est pas seulement dans le domaine des arts. Les arts, c'est une partie de la culture. Mais même dans l'économie, il faut connaître les réalités culturelles de notre pays, de savoir qu'est-ce qui se passe pour que l'économie puisse tourner différemment. Tu prends même la santé, il y a la réalité culturelle. Donc la culture, elle est partout dans la vie. Donc, mais voilà, sauf qu'on est accroché juste à des petits bouts
de la culture. Non, la culture, c'est beaucoup plus que ça. C'est notre essence même d'être là dans ce pays-là. L'INSAS. Oui, l'Institut national supérieur des arts et spectacles de Bruxelles. Vous y êtes éducateur Oui, c'est ça. et vous incitez vos élèves à réfléchir à leurs responsabilités sociales. Comment la danse en particulier peut-elle sensibiliser les jeunes aux enjeux sociaux tout en jouant un rôle dans la réconciliation et la construction de ponts entre les cultures dans un monde globalisé? En fait, moi, je trouve que l'Occident ne connaît pas l'Afrique du tout. Hein, on connaît peut-être 2% de l'Afrique. Oui. Ouais. Donc, moi, ma mission en tant que créateur africain qui est beaucoup plus présent en Occident, c'est aussi de voir comment je peux faire avancer les mentalités là. Et l'école, c'est important pour cela. Donc, je suis professeur aussi à l'Institut supérieur des arts et spectacles à Bruxelles pour des masters justement en chorégraphie. D'ailleurs, c'est très, très intéressant parce que c'est à la plupart des étudiants qui font des circuits artistiques et qui arrivent, qui ont le bac et puis qui ont peut-être fait une année d'université ou 2 ans et après ils viennent dans cette école-là pour faire le master. Ou bien c'est des artistes qui ont beaucoup travaillé tous les jours, qui prouvent que voilà, ils ont un niveau assez élevé et ils viennent dans le master. Mais en général, quand je rencontre les étudiants pour la première fois, ils n'ont aucune référence africaine. C'est-à-dire que quand on parle d'art, l'Afrique n'existe pas pour eux. Toutes les références sont européennes. Il faut dire que l'art africain a été souvent associé à du folklore. Oui. Donc très folklorique, Ouais. aucune histoire, aucune référence pour les Occidentaux, on va dire. Donc c'est très compliqué aussi, je pense, pour vous de pouvoir leur apprendre. Ben oui, parce que tu arrives avec tu dois nettoyer d'abord les clichés qui sont dans l'air tête. C'est-à-dire que c'est presque comme si tu dois nettoyer même le regard avec lequel ils te regardent. Oui, c'est parce vrai. que toi-même, tu n'as pas assez de légitimité même pour venir les apprendre quelque chose. Donc il faut déjà montrer patte blanche d'abord avant de commencer. Là, c'est parfait dans ces cas-là. Donc du coup, c'est un rôle plus... Il y a c'est presque une mission pour moi. Voilà, ce travail-là. C'est vrai que souvent, parce que je ne donne pas précisément beaucoup d'heures de cours toute l'année, mais je suis dans beaucoup de réunions de professeurs pour imaginer parce que je suis un des responsables pédagogiques, donc pour savoir qu'est-ce qu'il faut leur donner comme élément. Et là, chaque fois, tu vois, je ramène l'Afrique par toutes les portes pour que dans leur inconscient, dans la mémoire collective de ces créateurs de demain, tu vois, l'Afrique soit présente. Sinon, on va être là toujours en train de nous regarder comme des gens qui descendent de l'arbre et puis qui ne comprennent pas grand-chose. Et puis, voilà. Et puis, on va toujours continuer à nous apprendre des choses. Or que, voilà, il y a assez, tu vois. Quand tu regardes, sort dans la ville de Dakar, c'est une Afrique qui est en marche, qui a de la force, qui est contemporaine, qui est traditionnelle, qui est moderne, qui est tout en même temps. Voilà. Et c'est cette richesse-là qu'on peut aussi apporter au reste du monde. Oui, tout à fait. Merci. La mondialisation, tradition, modernité dans l'art africain, Serge. Alors, face à la mondialisation et au défi d'un marché culturel global, comment les artistes africains gèrent-ils la tension entre tradition et modernité dans leur création, tout en équilibrant l'impact de l'innovation technologique et en restant fidèles à leurs racines, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Sorna, entre l'idéal européen ou occidental qui voit une Afrique folklorique et ici nous faisons face à autre chose, c'est que cette adaptation, ou parlons plutôt d'acceptation de l'autre aussi, pour pouvoir mieux avoir une vision assez globalisée dans les créations africaines, est de plus en plus rejetée par nos différentes sociétés.
Alors, quel est le juste milieu qu'on pourrait arriver à trouver par rapport à cet impact de la mondialisation et particulièrement par rapport aux nouvelles technologies? Ouais. Euh, moi, moi, je trouve souvent même que souvent quand on regarde, en fait, on regarde notre Afrique là comme des Blancs qui regardent l'Afrique. Nous-mêmes Africains, hein. C'est vrai. C'est-à-dire que, parce que il y a des questions qui n'existent pas réellement dans notre vie de tous les jours. Et finalement, il faut qu'on arrive à trouver euh, ce qui est essentiel dans ce qui est essentiel dans notre existence ici, qui peut aussi enrichir le reste du monde. Parce que moi, j'ai toujours pensé que, tu vois, les questions de modernité, de tradition, de nouvelles technologies, c'est un débat presque d'intellectuel. Parce que dans notre réalité de tous les jours, là, on ne se pose pas cette question. Parce qu'on se lève, on va faire les cérémonies traditionnelles ici, on est là avec notre téléphone portable, on communique, on est là, on prend l'ordinateur, on prie, et puis après, il y a une cérémonie traditionnelle là-bas, on part faire. En fait, il y a le baptême de l'autre, il y a toute la culture qui se mélange. En fait, nous sommes des humains qui sont complètement, voilà, qui s'adaptent à tout, voilà, c'est presque comme si il n'y a pas de problème, en fait, pour nous. Mais maintenant, l'autre, il fait créer les problèmes, justement pour pouvoir nous diriger où on va partir. Voilà. Voilà. Et donc, il dit, ok, voilà, la modernité et vos traditions, comment vous allez faire ça. Mais nous, on n'a pas de problème avec nos traditions. Nous, on est en harmonie avec tout ça. C'est-à-dire que la technologie et tout fait partie de notre vie. Et c'est justement comment on peut quantifier tout ça, comment on peut mettre tout ça dans quelque chose de dynamique, tu vois. Et si on arrive à avoir ce potentiel-là pour pouvoir mettre sur le marché international, là, il n'y a personne qui peut nous voir notre poussière. Tu vois, on sera très loin. Mais nous voyons de plus en plus un phénomène qui s'agrandit. C'est les jeunes artistes qui, justement, au lieu d'utiliser les innovations technologiques pour soit améliorer, parfaire ou créer ou exporter leur art, en font des plateformes de guerre, de clash, et ce qui ne sert pas à la jeunesse qui les prend pour modèle, et ce qui encore en plus nuit à cette image d'art affirmé et de culture assumée que nous voulons, ou des acteurs culturels comme toi ou d'autres veulent exporter dans le reste du monde entier. En fait, le problème des réseaux sociaux ou c'est que, voilà, tout le monde est devenu star. Oui. Et tout le monde veut être voilà, une star, chacun veut avoir le maximum de likes, le maximum d'abonnés pour pouvoir dire ce qu'il veut. Donc, les idiots, les intelligents, tout le monde est devenu pareil. Tout le monde, si tu mets sur ton téléphone, on va voir. Mais il y a encore quelque chose qui nous sauve, en fait. Parce que les clashs dont on parle et tout ça, ça reste encore avec les algorithmes, les intérêts des uns et des autres, ça reste toujours en Afrique. Quelque part. Parce que tu vas poser la question à différents endroits du monde. Moi, j'étais en Australie il n'y a pas très longtemps. Tu vois, tu peux passer la journée, tu fais comme ça, et puis tu ne vois pas d'Africains là-bas. Hein, parce qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes. Donc, les algorithmes là mettent les choses qui les intéressent là-bas. Donc, ça, c'est encore quelque chose qui permet que parce que sinon, c'est vrai que souvent tu vas sur TikTok, tu vois que les gens, ils sont plus préoccupés voilà, à montrer leurs fesses plutôt que à échanger avec dans des débats un peu
voilà, plus élevé, quoi. Donc, bon, là, malheureusement, tu vois, on doit faire avec et on doit trouver les solutions pour naviguer à travers ça parce qu'on ne sait pas où ça va nous amener. Honnêtement, on ne sait pas où ça va nous amener parce que là, il y a tellement de gens qui sont voilà, liés. Quand tu regardes les abonnés des gens et puis que tu vois comment c'est plus la personne crée le buzz pour qu'on puisse venir vers lui. Et le buzz, en général, c'est jamais quelque chose de bon. Oui. Je vais te laisser avec ta rubrique bien-être. Bien-être, oui. Donc, bien sûr, on ne peut pas faire tout ça et ne pas parler de santé. Donc, on a une petite rubrique bien-être qui va nous parler du bien-être en général. Donc, on va faire une petite présentation sur ça. Donc, nous explorons ensemble les clés pour atteindre l'équilibre et la sérénité. Chose très importante de nos jours. Avec les téléphones, les nouvelles technologies et tout ça, il faudrait vraiment qu'on retrouve cet équilibre-là. Donc, le chemin du bien-être est unique à chacun. Et aujourd'hui, nous vous invitons à prendre un moment pour vous écouter votre corps et à découvrir ce qui peut vous apporter calme et harmonie. Et que ce soit à travers la méditation, pour apaiser l'esprit, l'intégration d'une activité physique, régulière bien sûr, pas comme ce que tu fais, ou simplement en trouvant un moyen de vous défouler par le sport. Chaque geste compte pour cultiver un bien-être durable. N'oublions pas non plus que ce qu'il y a de plus important, c'est les moments passés en famille, avec les amis, les êtres qui nous sont chers, entourés d'amour et de bienveillance. Exactement. Et cela nourrit l'âme, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, et apporte une grande source de sérénité. Donc le bien-être, c'est avant tout l'état agréable qui naît de la satisfaction des besoins du corps et de l'esprit. Et pour y parvenir, il est essentiel de se connecter à soi-même, d'être à l'écoute des messages de notre corps, parce qu'il nous envoie beaucoup de messages. Des fois, c'est des petites migraines, ou des fois des petites maladies, des palpitations, des petits tremblements. C'est pas la peine de prendre des médicaments. Il faut juste se reposer, boire de l'eau, être en connexion avec la nature déjà. Une bonne tisane. Une bonne tisane, un petit pot de fleurs. Moins de Facebook, parce que quelqu'un m'a confié. Je ne suis plus sur Facebook. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit parce que ça me rend anxieux. Ça m'angoisse. Quand je suis sur les réseaux sociaux, ça m'angoisse. Donc, j'ai juste décidé de ne plus être sur les réseaux sociaux. Il est pas le seul dans son cas. Parce que ce qu'il fuit au quotidien, il va retrouver la même chose sur les réseaux sociaux. Donc, il a fait le choix de juste sortir ça de sa vie. Donc, en prenant conscience de vos besoins, d'accord, et de vos attentes, de votre corps en tout cas, il suffit juste de s'écouter. Il y a un petit moment, 5 minutes de méditation. De s'écouter respirer, de se concentrer sur sa respiration justement, et d'écouter son corps, de savoir ce dont il a besoin. Peut-être que c'est un verre d'eau, pour être serein et être calme, pour pouvoir bien sûr mieux appliquer nos missions. Tout à fait. Donc dans la vie au quotidien, elle peut être très accablante, donc on peut ne pas arriver à se retrouver avec ce rythme qui est très effréné, et toutes les préoccupations qu'on a, surtout financière, il faut le dire. C'est pourquoi qu'il est crucial de faire de votre bien-être une priorité. D'accord ? Accordez-vous des moments de répit, même les plus simples, pour vous ressourcer. Reprenez le contrôle de votre temps. Voilà, c'est le dernier mot que je voulais dire. Merci. Moi, j'ai besoin de ça. Reprendre le contrôle de mon temps. Parce que je cours toujours derrière le temps. Ah oui. Surtout entre les avions, les trains, c'est pas évident. Exactement. Donc, Serge, ton mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, ça va s'adresser un peu à tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, à voir comment ensemble on peut rendre notre vie meilleure à travers la rencontre de l'art et de la culture. Parce que souvent on croit qu'on connaît, et donc finalement, comme on croit qu'on connaît,
on ne vient pas voir. Et comme on ne vient pas voir, on ne peut pas continuer à faire grandir sa connaissance dans le domaine pour mieux cerner pourquoi ces gens-là même existent. Parce que souvent, on a l'impression, on va pour parler de nos projets, des choses, il faut même convaincre la personne même de ton existence comme métier d'abord avant que la personne ne commence à t'écouter pour autre chose. Mais ça, c'est aussi dû au fait qu'on a souvent des idées préconçues sur la chose et qu'on ne connaît pas vraiment. Et comme c'est comme tous les métiers, il y a besoin de découvrir un peu plus et puis et surtout à l'utiliser un peu plus, beaucoup plus, pour rendre notre vie meilleure. On l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, on s'est dit, OK, là, l'art n'est pas essentiel. Et on a chassé les gens, rentrez chez vous. Et puis, bon, après, on a commencé à sortir les gens un à un. C'était le métier essentiel. Mais les gens ont failli devenir fous. S'il n'y avait pas de cinéma, s'il n'y avait pas de la musique, si les gens n'arrivaient pas à se rencontrer pour chanter, pour danser, pour faire des choses ensemble. Et c'est ça la culture. Et du coup, c'est ce qui est presque essentiel dans notre vie. C'est vivre, tout simplement. Et l'art, c'est la vie. Merci, Serge. Merci à vous. C'était un réel plaisir de t'avoir ici avec nous. Et on espère que tu vas revenir très, très, très vite à Dakar. C'est vrai, et j'aime bien Dakar, donc ça tombe bien. Pour que nous puissions explorer d'autres horizons, parce que la culture est vaste. Voilà, c'est vrai. Elle est vaste. Il y a l'ingénierie culturelle, l'ingénierie créative, il y a tellement, il y a l'anthropologie, il y a la littérature, il y a tellement de choses, tellement de belles aventures à avoir dans ce domaine-là que, voilà, il va falloir que tu reviennes quand même. Oui, avec plaisir. En tout cas, merci à vous de m'avoir reçu, et puis voilà, c'était un vrai plaisir. Partagé. C'est avec plaisir que nous clôturons cet épisode en célébrant l'esprit de partage, de fraternité et de convivialité qui unit les peuples d'Afrique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Regard d'Afrique.